2 personnes ont été blessées et des dizaines de maisons ont été incendiées ce vendredi à Kharkiv, après les attaques russes qui ont continué ces derniers jours. La Russie a également envoyé 2 missiles anti-aériens, qui selon les forces aériennes ukrainiennes, avaient pour objectif Kharkiv. Le gouverneur de la région, Oleh Syniehubov, a déclaré que les cibles étaient des zones résidentielles et l'infrastructure de Kharkiv. Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir des maisons enveloppées par les flammes, tandis qu'au milieu des blessés se trouvait un enfant de 11 ans. Malgré les preuves et les témoignages, Moscou nie que les cibles de ces attaques soient des objectifs civils. Depuis que la Russie a lancé l'invasion totale de l'Ukraine en février 2022, l'Occident a répondu en imposant une série de sanctions contre elle, tandis qu'il aide l'Ukraine en lui fournissant des armes. L'Espagne, l'Irlande et d'autres pays membres de l'Union européenne ont prévu de reconnaître la Palestine le 21 mai, a confirmé le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Plus tôt, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, avait confirmé que l'Espagne, l'Irlande, ainsi que la Slovénie et Malte, étaient convenus de reconnaître la Palestine et que la solution à 2 États est essentielle pour une paix à long terme. Et il s'agit d'une action symbolique de nature politique. Plus qu'une simple reconnaissance d'un État, il s'agit de la volonté de cet État d'exister, a déclaré Borrell, ajoutant que la Belgique et d'autres pays suivront probablement ce mouvement. Les appels à un cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien se sont intensifiés, en particulier après l'augmentation du nombre de victimes dans la bande de Gaza. Depuis 1988, 139 des 193 États membres de l'ONU ont reconnu l'État de Palestine. Deux personnes ont été blessées dans une attaque russe contre des immeubles résidentiels dans la région de Kharkiv, ont déclaré des responsables ukrainiens. Les 10 drones ont tous été abattus, a déclaré l'armée de l'air, mais pas avant qu'un incendie ne se déclare dans les bâtiments visés. La force aérienne a également lancé 2 missiles anti-aériens guidés, a ajouté l'armée de l'air. Oleh Syniehubov, gouverneur de la région de Kharkiv, a déclaré que 3 maisons résidentielles avaient pris feu et qu'une douzaine d'autres étaient endommagées à la suite de l'attaque, qui, selon lui, visait à la fois les infrastructures et les zones résidentielles. 2 personnes, dont un enfant de 11 ans, ont été choquées par le bombardement et recevaient des soins médicaux, a ajouté M. Syniehubov. Le temps était froid et les spectateurs étaient moins nombreux que d'habitude lors des célébrations de la journée de la victoire à Moscou. Une célébration silencieuse même si les troupes russes sont censées avancer en Ukraine. Et nous devons tous nous réunir en un jour comme celui-ci, a déclaré à l'AFP Nadezhda Petrova, une avocate de 40 ans, alors qu'elle regardait la parade militaire derrière une barrière métallique. Elle a déclaré qu'elle était une patriote et qui vient chaque année rendre hommage aux soldats perdus lors de la Seconde Guerre mondiale et qu'elle voulait transmettre cela aux enfants et les éduquer avec ce sentiment de fierté pour notre pays. Le président Vladimir Poutine utilise depuis longtemps l'anniversaire comme moyen de renforcer la fierté nationale et son pouvoir en évoquant la gloire soviétique. L'Union européenne semble avoir trouvé une solution pour fournir des armes à l'Ukraine. Les dirigeants européens ont convenu en principe d'utiliser les fonds gelés de la Russie pour armer l'Ukraine. Selon Voice of America, la Banque centrale de Russie avait des comptes bancaires et des actifs d'une valeur de plusieurs milliards de dollars dans des institutions et des entreprises occidentales, gelés par l'Occident après que Moscou ait lancé son attaque contre l'Ukraine en février 2022. Environ 70% de ces actifs, d'une valeur d'environ 200 milliards de dollars, sont détenus à Bruxelles à la Banque Eurocléar. Les États-Unis, ainsi que le Royaume-Uni et le Canada, ont demandé que ces avoirs soient entièrement saisis et utilisés pour aider Kiev à faire face aux forces russes, mais les ambassadeurs européens à Bruxelles ont convenu en principe d'utiliser uniquement les intérêts générés par les actifs russes. L'accord doit être approuvé par les ministres des Finances de l'UE, qui se réuniront la semaine prochaine. Les responsables de l'UE espèrent que l'accord sera pleinement mis en œuvre en juin. C'est également à ce moment-là que la Hongrie prendra la présidence tournante de l'Union européenne. Alors que Budapest cherche à maintenir des relations étroites avec la Russie, il y a des inquiétudes qu'elle puisse bloquer cet accord si celui-ci n'est pas entièrement approuvé d'ici là. La décision de l'UE a été dictée par les demandes constantes de l'Ukraine en armement, mais aussi par l'offensive plus agressive des forces russes. Le président Zelensky a déclaré que le 10 mai, l'armée ukrainienne avait repoussé une attaque de l'armée russe visant à prendre le contrôle de Kharkiv.
Le prochain sommet de la paix pour l'Ukraine, présenté comme l'offre la plus ambitieuse en année de la part de la Suisse neutre, semble montrer comment les intérêts économiques et de sécurité suisses coïncident avec ceux de l'Europe occidentale. C'est le point de vue de deux avocats suisses, collaborateurs étroits des puissances occidentales, qui affirment que la Suisse abandonne sa tradition de neutralité. Cependant, le ministère des Affaires étrangères suisse a déclaré que la neutralité de la Suisse est continue et ne sera pas affectée par la conférence, rapporte Reuters, cité par BuzzPlus. Y être neutre ne signifie pas être indifférent. La Suisse condamne fermement l'agression de la Russie contre l'Ukraine. En dehors du domaine militaire, le droit à la neutralité n'empêche pas la solidarité et le soutien à l'Ukraine et à son peuple, a ajouté le ministère. Il est entendu que le sommet se concentrera sur des questions d'intérêt mondial, telles que la sécurité nucléaire, la liberté de navigation, la sécurité alimentaire et les questions humanitaires. Bien que la Russie ne soit pas invitée, la Suisse estime qu'elle doit être incluse dans le processus. En fait, Berne a exhorté plus de 160 délégations à faire pression pour la participation même des alliés russes, y compris la Chine, qui est encore en train d'examiner sa participation. Par ailleurs, le soutien européen au sommet se renforce, avec la confirmation de la participation du chancelier allemand Olaf Scholz, ainsi que d'autres dirigeants d'Espagne, de Pologne et de Finlande. TRE systèmes supplémentaires de lance-roquettes mobiles à haute mobilité, connus sous le nom de HIMARS, seront envoyés en Ukraine par ses alliés occidentaux, a déclaré jeudi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Et ils proviennent des stocks des forces armées des États-Unis et seront payés par nous, a déclaré Pistorius après une réunion avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, à Washington. Le HIMARS est un lance-roquettes monté sur camion, capable de tirer des roquettes multiples simultanément. Les roquettes fournies à l'Ukraine ont une portée de 80 km. L'annonce du ministre allemand est intervenue le même jour où le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que son pays pourrait arrêter les forces russes d'avancer à l'Est si les Alliés augmentent les fournitures d'armes. La Russie a marqué de petites victoires territoriales, mais durables, à l'Est de l'Ukraine depuis le début de cette année. Nous mettons une pression maximale sur nos partenaires pour augmenter les livraisons d'armes, a déclaré Zelensky jeudi. Si elles augmentent, nous serons en mesure de les arrêter, les forces russes, à l'Est, a-t-il ajouté. La Russie a lancé une invasion totale de l'Ukraine en février 2022. Depuis lors, l'Occident a continuellement aidé avec des fournitures d'armes, tandis qu'il a adopté plusieurs séries de sanctions contre la Russie. Le chef des forces armées britanniques a déclaré que le monde devient beaucoup plus dangereux, et alors que les tensions entre les grandes puissances dans certaines régions clés atteignent leur point de rupture. L'amiral Sir Tony Radakin, le commandant en chef des forces armées britanniques, a décrit les 6 derniers mois comme remplis des événements les plus préoccupants sur la scène mondiale depuis la fin de la guerre froide, sans aucun signe d'optimisme ou d'espoir, comme celui qui est venu avec la chute du mur de Berlin. Le chef d'état-major britannique a mentionné la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, les attaques du 7 octobre par le Hamas contre Israël et la posture de plus en plus agressive de la Chine et de l'Iran, comme autant d'exemples montrant que le monde se dirige vers la catastrophe. Donnant son avis sombre lors d'un discours à Washington, Radakin a déclaré « Et en Europe, nous avons une guerre sans fin à l'horizon. » Au Moyen-Orient, les attaques barbares du mois d'octobre dernier contre Israël, comme nous le craignions, ont alimenté les tensions régionales. La Corée du Nord reste plus belliqueuse que jamais et la Chine devient encore plus assurée. Dans le monde entier, les tensions qui couvent depuis longtemps semblent maintenant bouillir, a-t-il averti, mais les nations occidentales peuvent surmonter ces temps troublés en restant fortes et unies. Un haut fonctionnaire iranien a averti que Téhéran pourrait modifier sa doctrine nucléaire et commencer à construire des bombes atomiques si l'existence de l'État est menacée. Kamal Karazi, chef du Conseil stratégique iranien, a déclaré dans une interview que l'Iran a la capacité de produire des bombes, bien que l'État n'ait pas entrepris de mesures concrètes pour construire des bombes. Ces déclarations interviennent alors que les tensions entre l'Iran et Israël s'intensifient, tandis que la communauté internationale exprime des inquiétudes concernant les ambitions nucléaires de l'Iran. La République islamique affirme régulièrement que son programme nucléaire a des objectifs civils. Téhéran a violé les conditions de l'accord nucléaire depuis 2018 en produisant de l'uranium hautement enrichi. La mise en garde concernant le changement de la doctrine nucléaire fait suite à l'incident du mois dernier, lorsqu'Israël aurait attaqué un système radar sur une base près de la ville iranienne d'Ispahan.
Les premiers avions de chasse F-16 pourraient être livrés en Ukraine cet été, plus d'un an après que les États-Unis ont autorisé les Alliés à envoyer ces appareils pour renforcer considérablement la puissance aérienne de Kiev. Une source militaire ukrainienne haut placée indique que les avions sont attendus en juin ou juillet. La source n'a pas précisé qui fournirait les avions. L'Ukraine a demandé les avions de chasse F-16 fabriqués aux États-Unis pour l'aider à contrer la supériorité aérienne russe lors de plus de 2 années de guerre. Jusqu'à présent, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et la Belgique se sont engagés à envoyer des F-16 en Ukraine. Ilya Yevlash, porte-parole de l'armée de l'air, a déclaré cette semaine que certains pilotes ukrainiens terminaient leur formation pour piloter les avions de guerre. Les pilotes et le personnel au sol ont été formés par les partenaires occidentaux de l'Ukraine pendant des mois. L'armée ukrainienne a dû se fier à une flotte relativement petite d'avions de l'ère soviétique alors qu'elle se battait pour repousser l'attaque. Alors que les forces russes avancent lentement dans la région et du Donbass et lancent une nouvelle offensive dans le nord-est près de la ville de Kharkiv, les responsables ukrainiens voient l'ajout des F-16 comme une mise à niveau vitale. Les forces russes ont tenté de franchir la frontière dans la région nord-est de Kharkiv, en Ukraine, avec des véhicules blindés vendredi et ont bombardé lourdement la zone, a déclaré Kiev, marquant ainsi le signe le plus fort jusqu'à présent que Moscou cherche à ouvrir un nouveau front dans la guerre. L'Ukraine a repoussé l'attaque blindée, mais les combats ont éclaté dans les zones frontalières de la région de Kharkiv, et Kiev a envoyé des renforts dans la région, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué. Vers 5 heures du matin, l'ennemi a tenté de rompre notre ligne de défense sous le couvert de véhicules blindés, a déclaré le ministère. Jusqu'à présent, ces attaques ont été repoussées, des combats d'intensité variable se poursuivent. Bien que l'offensive russe soit concentrée dans la région de Donetsk, Kiev a mis en évidence un déploiement important de troupes près de la région de Kharkiv ces derniers temps, un regroupement qui pourrait suggérer une attaque imminente ou une tentative de dévier et de bloquer les forces de défense ukrainiennes là-bas. Pendant ce temps, des civils ukrainiens de la ville de Vovchansk, près de Kharkiv, et des zones environnantes, ont été évacués vendredi en raison des bombardements russes intensifiés. La plupart ont quitté par leurs propres moyens, mais des mesures ont été prises pour organiser le transport pour ceux qui n'ont pas cette possibilité. Les forces russes préparent apparemment une offensive estivale en Ukraine dans les prochaines semaines, cherchant peut-être à capturer la capitale régionale de Kharkiv. Mais des hauts responsables militaires ukrainiens affirment que la Russie ne dispose pas des ressources nécessaires pour cela. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a limogé jeudi le chef de la garde nationale, 2 jours après que 2 de ses membres ont été accusés de complot visant à assassiner le président. Le président Zelensky a émis un décret limogeant M. Serhiy Rude. Aucune annonce n'a été faite concernant son remplacement. Le service de sécurité de l'Ukraine, SBU, a déclaré cette semaine avoir arrêté 2 colonels de la garde nationale, accusés de complot visant à assassiner M. Zelensky et d'autres responsables. Le SBU a déclaré que les attentats auraient été un cadeau eu pour le président Vladimir Poutine alors qu'il prêtait serment mardi pour un nouveau mandat. L'agence ukrainienne de sécurité a déclaré que les 2 personnes arrêtées avaient été recrutées par le service fédéral de sécurité de Russie, FSB, et avaient fourni à Moscou des informations confidentielles. Selon le SBU, les 2 suspects étaient chargés de trouver quelqu'un dans la garde présidentielle pour prendre en otage M. Zelensky et le tuer par la suite. Il n'y a pas d'informations sur le stade de découverte du complot. Moscou n'a pas commenté les déclarations du SBU. Le président Zelensky avait déclaré l'année dernière que les services de sécurité ukrainiens avaient découvert et déjoué au moins 5 complots russes visant à l'assassiner. Le SBU a également déclaré que le groupe d'espions avait prévu d'assassiner le chef de l'agence, Vasil Maliuk, et le chef de l'agence de renseignement militaire, Kirilo Budanov. Des milliers de personnes ont protesté à Malmö, en Suède, contre la participation d'Israël au concours Eurovision de la chanson. Des barricades métalliques et de grands blocs de béton ont été installés autour de l'aréna de la ville suédoise qui accueille le concours Eurovision de la chanson, Eurovision 2024, tandis que les forces de police locales ont été renforcées par des unités de police du Danemark et de la Norvège. La représentante de l'État hébreu, Eden Golan, s'est qualifiée pour la finale avec sa chanson Hurricane, pour laquelle elle a dû changer le titre et les paroles avant d'être autorisée à concourir. Initialement intitulée U October Rain, pluie d'octobre, la chanson faisait référence à l'attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël, provoquant ainsi la réaction offensive de l'État hébreu.
Mais même cela n'a pas apaisé la colère des manifestants, qui ont allumé des feux de joie aux couleurs du drapeau palestinien lors du rassemblement bruyant, où les participants ont scandé sans relâche les slogans et du fleuve à la mer, la Palestine sera libre et Israël, État terroriste, appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Je vis ici, nous disons que nous sommes une démocratie, mais personne ne fait rien. Les enfants meurent là-bas, les gens sont tués chaque jour. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et les gens ici à l'Eurovision veulent faire la fête. Il n'y a rien à fêter au milieu d'une guerre qui ne prend pas fin, a déclaré un manifestant. Les organisateurs de la protestation ont déclaré qu'ils manifesteront à nouveau contre la participation d'Israël avant la finale de samedi. Prétendant que le concours Eurovision de la chanson est apolitique, l'UER, qui organise le concours de pop pan-européen, a décidé de permettre à Israël de participer, malgré des mois de contestation contre sa participation, au pic du conflit Israël-Hamas. Les critiques ont rappelé aux organisateurs l'exclusion de la Russie de la compétition en raison de l'invasion de l'Ukraine en 2022. De même, il y a un an, la Biélorussie a été exclue en raison de son bilan en matière de droits de l'homme et de liberté de la presse. Cette année, la présence de drapeaux palestiniens lors du festival est également interdite. Et nous combattrons avec nos propres moyens, a promis le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, face aux menaces des États-Unis de limiter davantage les livraisons d'armes si les forces israéliennes poursuivent une offensive dans la ville du sud de Gaza, Rafah. Netanyahou affirme que le pays peut rester seul, mais espère plus tard que les États-Unis et Israël surmonteront leurs différences. Et si nous devons rester seuls, nous resterons seuls. Si nécessaire, nous nous battrons avec nos propres moyens. Mais nous avons bien plus que nos propres moyens. J'espère que nous pourrons surmonter les désaccords, mais nous ferons ce qui est nécessaire pour défendre notre pays, a déclaré Netanyahou. Un haut responsable israélien a déclaré que la délégation israélienne rentrait de la capitale égyptienne et qu'Israël poursuivrait son opération à Rafah et dans d'autres parties de la bande de Gaza comme prévu. Le porte-parole principal de l'IDF, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l'armée israélienne pouvait mener ses opérations planifiées sans le soutien des États-Unis. Xi Jinping a poursuivi son tour européen en Hongrie, étant le premier président chinois à visiter le continent depuis 5 ans. Sa visite à Budapest et sa rencontre avec des hauts fonctionnaires, notamment le Premier ministre Viktor Orban, ont donné lieu à des déclarations sur un renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, y compris l'industrie nucléaire. La Chine est l'un des piliers du nouvel ordre mondial, a déclaré Orban lors d'une conférence de presse à Budapest après la réunion avec le président chinois. Cette visite du président 11 était particulièrement nécessaire à un moment où la guerre fait rage près de chez nous, et où le monde se demande si cette guerre continuera ou si des efforts seront déployés vers la paix. Notre voix, la voix de la Hongrie, est une voix solitaire en Europe. Par ailleurs, je tiens également à souligner que si nous comparons les relations économiques entre les deux pays avec la situation il y a 20 ans, nous constatons que la valeur de notre commerce était de 3 milliards de dollars lors de la dernière visite présidentielle chinoise précédente, et maintenant elle est de 12 milliards de dollars, soit 4 fois plus qu'auparavant. Cela, a souligné Orban, transforme les relations entre Pékin et Budapest en un partenariat stratégique. Les investissements chinois étaient si faibles en Hongrie il y a 20 ans qu'il fallait une loupe et pour les remarquer, a-t-il affirmé, ajoutant que l'année dernière, cependant, 3/4 de tous les investissements étrangers en Hongrie étaient chinois, ce qui a permis la création de nouveaux emplois pour des dizaines de milliers de Hongrois. 11 est arrivé à Budapest après sa rencontre avec le président serbe, Aleksandar Vučić, à Belgrade. Son tour européen a débuté le 5 mai en France, où le président Emmanuel Macron et les dirigeants de l'UE ont demandé un assouplissement des restrictions commerciales imposées par la Chine et ont exhorté 11 à utiliser son influence pour faire pression sur le président russe, Vladimir Poutine, afin d'arrêter l'invasion de l'Ukraine. Orban a développé des liens étroits avec la Chine et la Russie, tout en irritant Bruxelles en refusant de se joindre aux sanctions de l'UE contre Moscou ou en refusant de permettre l'approvisionnement en armes de l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a proposé vendredi la réélection du Premier ministre Mikhail Mishustin, un technocrate qui l'a aidé dans la guerre en Ukraine et les défis économiques causés par les sanctions occidentales pour l'annexion. L'approbation de la Douma pour Mishustin est pratiquement assurée, car il n'y a pratiquement aucune opposition au Parlement, et la Chambre basse a soutenu Poutine dans toutes ses décisions, y compris l'annexion de février 2022. Comme le dicte la loi, le gouvernement a démissionné juste avant que Poutine, le leader principal de la Russie depuis près d'un quart de siècle, prête serment pour un nouveau mandat de 6 ans mardi, après sa victoire aux élections de mars.
Il n'y a aucun signe que Poutine planifie une grande réorganisation du gouvernement, qui comprend le vétéran Sergueï Shoïgu, chargé de la défense de la Russie depuis 2012, et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, chargé de la diplomatie russe depuis 2 décennies. Maintenir son gouvernement intact enverrait un message de stabilité et de satisfaction à Poutine concernant les progrès de son équipe à l'intérieur et à l'extérieur du pays, selon les analystes. Le président Vladimir Vladimirovich Poutine a présenté à la Douma d'État une proposition de candidature de Mikhail Vladimirovich Mishustin au poste de Premier ministre, a déclaré le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, sur l'application de messagerie Telegram. Mishustin, un bureaucrate de carrière, était considéré comme n'ayant aucune ambition politique avant que Poutine ne le nomme Premier ministre en 2020. Sans aucun antécédent dans les services de sécurité, il ne fait pas partie du soi-disant faction Siloviki, les forts, qui comprend les vétérans du renseignement proche de Poutine. Cependant, en gardant un profil bas, Mishustin s'est vu confier la tâche de maintenir l'économie russe debout après que les alliés de Kiev ont frappé le pays de sanctions qui ont considérablement compliqué le financement des entreprises russes et ont restreint les marchés pour les ressources naturelles du pays. Avant de devenir Premier ministre, Mishustin a dirigé le service fédéral des impôts pendant une décennie, où il a été crédité d'avoir plus que doublé les recettes. Les récentes attaques israéliennes à Rafah ont entraîné la fermeture de plusieurs centres médicaux qui jusqu'à présent avaient servi environ 1,3 million d'habitants de Gaza réfugiés dans la ville du Sud pour échapper aux combats dans d'autres zones. L'Organisation mondiale de la santé indique qu'un tiers des hôpitaux restants à Rafah ont été fermés en raison du manque de carburant et d'électricité nécessaires pour effectuer des interventions chirurgicales. Les organisations humanitaires et de santé ont averti qu'une offensive à grande échelle d'Israël à Rafah aurait des conséquences catastrophiques et ont ajouté qu'il est impossible de déplacer en masse la population en toute sécurité. Pendant ce temps, aujourd'hui, la première cargaison d'aide humanitaire a été envoyée vers le port temporaire construit à Gaza par les États-Unis. Le président des États-Unis, Joe Biden, a ordonné la construction de la grande plateforme flottante il y a environ 2 mois. Le point de passage frontalier de Rafah, entre l'Égypte et Gaza, est fermé depuis que l'armée israélienne a pris le contrôle de la partie palestinienne mardi, bloquant l'entrée de l'aide humanitaire désespérément nécessaire par les habitants. Les Nations Unies affirment qu'au nord de Gaza, la population est confrontée à une crise alimentaire. La guerre à Gaza a contraint plus de 80% de la population de 2,3 millions d'habitants à se déplacer et a causé des destructions massives d'appartements, d'hôpitaux, de mosquées et d'écoles dans plusieurs villes. Israël a lancé l'opération militaire après une attaque du groupe Hamas le 7 octobre, au cours de laquelle, selon les autorités israéliennes, 1200 personnes ont été tuées et 250 prises en otage. L'ancien chef de l'OTAN en Europe a affirmé que les pays de l'Alliance doivent neutraliser immédiatement la ville stratégique russe en cas de conflit avec la Russie. En cas de conflit armé entre la Russie et l'OTAN, les troupes de l'Alliance Atlantique Nord devront neutraliser Kaliningrad, a déclaré l'ancien chef de l'OTAN en Europe, James Stavridis. Dans le cas d'une guerre, Kaliningrad devra être neutralisé pour empêcher les forces terrestres russes, probablement en passant par l'État vassal de Moscou, la Biélorussie, de prendre le contrôle du corridor critique de Suwalki, qui traverse la frontière entre la Lituanie et la Pologne, a déclaré l'amiral à la retraite de la marine américaine à Blomberg. Il a déclaré que l'OTAN pourrait utiliser la mer Baltique pour exercer une pression sur Kaliningrad, qui est un point géographique entre les autres membres de l'Alliance. L'ancien militaire américain a ajouté que la majeure partie de la flotte de la mer Baltique est basée dans la région de Kaliningrad et que la ville elle-même attend des forces aériennes et de missiles russes considérables. Cependant, avec les adhésions récentes de la Suède et de la Finlande à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, la mer Baltique est appelée le lac de l'OTAN. Un coup d'œil sur une carte montre que c'est principalement, mais pas entièrement, vrai, la ligne côtière à quelques morceaux de territoire russe. Le reste du littoral est entre les mains de l'OTAN, la Suède, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne et le Danemark. La Russie contrôle une partie du littoral entre la Lituanie et la Pologne en raison de son enclave étrange de Kaliningrad. Le président russe, Vladimir Poutine, contrôle le coin éloigné et de la mer Baltique et ironiquement, il était autrefois considéré comme une fenêtre vers l'Occident et par les tsars à partir de Pierre le Grand. Aujourd'hui, en cas de conflit entre Moscou et l'OTAN, tout navire de guerre russe là-bas serait rapidement et facilement détruit. Par ailleurs, l'un des principaux responsables de l'OTAN avait averti plus tôt les citoyens occidentaux de se préparer à une guerre totale avec la Russie. L'amiral néerlandais Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN,
a déclaré que tandis que les forces armées se préparaient déjà à l'éclatement d'une guerre, les citoyens devraient également être prêts à un conflit qui nécessiterait un changement important dans leur vie. Un événement thriller a été enregistré ce vendredi à Saint-Pétersbourg, en Russie, où un autobus transportant 20 passagers est tombé dans la rivière Moika. Selon les médias étrangers, 4 personnes ont été retrouvées mortes, tandis que l'état de 4 autres passagers est critique parmi les 6 hospitalisés. Dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir le moment où l'autobus, circulant à un carrefour, a heurté une voiture, a changé de direction et a fini dans la rivière. Le chauffeur de l'autobus, qui a perdu le contrôle du véhicule, a été arrêté, indique un communiqué du ministère russe de l'Intérieur. Entre-temps, sur le site de l'accident, une importante opération de sauvetage a été lancée, avec 69 personnes et 18 engins participant à l'opération pour sauver les passagers de l'autobus. Les unités antiaériennes russes ont intercepté un drone dans le sud de Moscou et il n'y a eu ni blessés ni dommages causés par la chute de ces pièces, a déclaré le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, vendredi matin. Sobyanin, écrivant dans l'application de messagerie Telegram, a déclaré que le drone, lancé vers Moscou, était tombé dans la région de Podolsk au sud de la capitale. Les équipes d'urgence et les spécialistes étaient sur place. Le ministère russe de la Défense a déclaré dans Telegram que 5 drones au total, lancés par l'Ukraine, avaient également été détruits au-dessus des régions de Moscou, Briansk et Belgorod à la frontière avec l'Ukraine. Le gouverneur de la région de Briansk, qui est limitrophe de l'Ukraine, a déclaré qu'il n'y avait eu ni dommages ni blessés suite à l'attaque. L'Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre les installations de raffinage de pétrole dans différentes régions de la Russie cette année, perturbant 15% de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie, selon une estimation d'un responsable de l'OTAN au début du mois d'avril. Une telle attaque jeudi a frappé une grande raffinerie de pétrole dans la région du Bakortostan, à environ 1500 km de là, a déclaré une source du renseignement ukrainien, constituant l'attaque la plus longue depuis le début de la guerre en février 2022. Pendant ce temps, vendredi, une autre attaque de drone a déclenché un incendie dans une raffinerie de pétrole de la région de Kaluga en Russie. Vladislav Chapcha, le gouverneur de la région de Kaluga, qui borde la région la plus large de Moscou, a déclaré dans l'application de messagerie Telegram que le feu avait été rapidement maîtrisé. L'agence de presse RIA a rapporté que 3 conteneurs de pétrole et 1 de nafte ont brûlé et explosé à la raffinerie Perviavod à Kaluga. Chapcha a déclaré qu'il n'y avait pas de victimes dans l'attaque. Les attaques de drones sur Moscou sont cependant rares. Moscou et Kiev n'y avoir visé des civils lors de leurs attaques, mais chacun affirme que les infrastructures militaires, les transports et l'énergie de l'autre sont des cibles légitimes pour affaiblir l'adversaire dans leurs efforts de guerre. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a décidé de révoquer de ses fonctions le chef de la garde d'État, 2 jours après que 2 hauts responsables de celle-ci ont été accusés d'avoir organisé un complot visant à le tuer. Zelensky a émis un décret révoquant Serhiy Rud sans fournir de détails sur la personne qui le remplacera. Le service de sécurité de l'Ukraine a annoncé cette semaine avoir arrêté 2 colonels de la garde d'État sous l'accusation de complot visant à assassiner le président Zelensky et d'autres responsables. Selon le SBU, les attentats auraient été un cadeau au président russe Vladimir Poutine à l'occasion de son investiture pour un nouveau mandat présidentiel. L'agence de sécurité ukrainienne a déclaré que les 2 personnes arrêtées avaient été recrutées par le service fédéral de sécurité de Russie et avaient même fourni des informations secrètes à Moscou. Les 2 personnes arrêtées avaient pour mission de trouver quelqu'un au sein de la garde présidentielle pour enlever le président Zelensky et le tuer par la suite. Il n'y a pas d'informations sur le stade d'avancement du complot, et Moscou n'a pas encore réagi officiellement à cette affaire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les services de sécurité de Kiev ont découvert et démantelé au moins 5 complots russes visant à tuer le président. Le SBU a déclaré que le groupe d'espions planifiait également d'assassiner le chef de cette agence, Vasyl Malyuk, ainsi que le chef de l'agence de renseignement militaire, Kirilo Budanov.